Donc, c'est la vidéo 2 correspondant les cycles. Donc, c'est la partie 2. Dans la première partie, on avait vu l'élément cycle et écocycle. Donc, dans celle-là, on va voir le nombre cyclomatique et écocyclomatique, de graphes d'arbres et d'arbres et forêts. Donc, d'abord, avant de définir le nombre cyclomatique et écocyclomatique, il y a une notion importante à définir. Il y a la notion de cycle dépendant. Donc, on dit les cycles de mu1 jusqu'à mu4 sont dépendants s'il existe des nombres réels de R1 jusqu'à RK, tels que RI supérieur ou égal à 0 ou RI inférieur ou égal à 0, mais pas tous nuls. Et on a aussi la formule suivante, la somme R1 fois multiplié par mu1 plus R2 fois mu2 jusqu'à RK fois mu k est égal à 0. Donc, la multiplication via cette somme, la somme, comme on l'a dit dans la première partie, la somme des cycles, ça veut dire la somme de leurs vecteurs associés. Donc ici, la somme des vecteurs associés multipliée par les facteurs de R1 jusqu'à RK est égale à 0, sachant qu'ils ne sont pas tous nuls. Là, on dit que ces cycles sont dépendants. Quand est-ce qu'on dit qu'ils sont indépendants? Si la seule fois où cette formule ou cette somme est égale à 0, si que tous les facteurs soient égaux à 0. Par exemple, dans l'exemple suivant, on a ce graphe qui est composé de 7 arcs. On a les cycles mu1, mu2 et mu3 sont dépendants. Mu2, mu4 et mu5 sont indépendants. Donc, je vais vous montrer juste par rapport aux cycles mu1, mu2, mu3, pourquoi ils sont dépendants. Par exemple, si vous prenez mu1 et vous allez essayer de définir son cycle associé. Donc, on a mu1, c'est celui-là. 1, 2, 3 et 6. On voit bien que tous les arcs sont dans la même direction. Donc, leur valeur associée sera égale à 1. Pour les arcs manquants, elle sera égale à 0. Donc, mu1, ou bien le vecteur associé à mu1, ce sera 1, 1, 1, 4, 5, c'est 0, 6, 1, et 7, c'est 0. Ça, c'est pour mu1. Maintenant, pour mu2. Mu2 est égal à 2, 3 et 7. C'est-à-dire pour l'arc 1, c'est 0. Donc, on voit bien aussi 2, 3, 7 sont tous dans la même direction, dans la direction du cycle. Pas seulement dans la même direction, mais dans la direction du cycle. Donc, on a 2, 1 c'est égal à 0, 2 c'est égal à 1, 3 c'est égal à 1, 4, 5 et 6 égal à 0, et 7 c'est égal à 1. Maintenant, pour mu3, le vecteur associé, c'est le cycle 1, 7 et 6. Donc, 1, il est dans la même, 1 et 7, 6. Donc, 1 dans la direction du parcours, 7 il est dans la direction opposée, 6 est dans la même direction. Donc, 1 sera égal à 1, 2 et 3, 4, 5 seront tous égaux à 0. 1, 2, 3, 4, 5. 6 sera égal à 1 et 7 sera égal à 1. Donc maintenant, pour prouver que ces cycles sont dépendants, il suffit que je trouve des facteurs RI tels qu'ils ne seront pas tous nuls et que la somme multipliée par ces facteurs me sera égale à 0. Par exemple, si je multiplie ce vecteur par moins 1 et celui-là par 1, celui-là aussi par 1, plus 1, et j'essaye de faire la somme. Par exemple ici, j'ai 1 plus 0 moins 1 sera 0, 0 plus 1 moins 1 sera aussi 0, 0 plus 1 moins 1 c'est 0, 0 plus 0 plus 0 c'est 0, la même chose ici. Ici 1 plus 0 moins 1 ça fera 0, et ici, normalement j'ai un des cycles, normalement c'est égal à moins 1, dans le dernier ici j'ai un moins 1, donc moins 1 plus 1, normalement ici dans le deuxième, là c'est 1, 7, 6, donc c'est 1, là c'est moins 1, là c'est 1. Pour le deuxième j'ai 2, 3, 7, 2, 3 et 7. Pour le premier j'ai 1, 2, 3 et 6, donc normalement ici j'ai un 0, ensuite j'ai un 1. Donc 1, 2, 3 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valeurs. Donc ici j'aurai 0. Parce qu'il n'y a pas de vecteur d'arc 7. Donc la valeur sera égale à 0. Donc ici 1 plus 0 moins 1 sera égal à 0. Et ici moins 1 plus 1 c'est 0. Plus 0 sera égal à 0.
Donc ici bien, j'ai trouvé des RI, tels que la somme multipliée par ces cycles m'a donné 0. Donc si je fais la somme, j'aurai donc mon R, par exemple R1 c'est égal à moins 1, R2 c'est égal à 1, et R3 c'est égal à 1. Là, les cycles, je pourrais dire que mes cycles mu1, mu2, mu3 sont dépendants. Pour le deuxième cas, il suffit juste de trouver que quel que soit le cas ou quelle que soit la combinaison, par exemple, vous aurez toujours un arc en moins, un arc en plus que vous ne pourrez pas éliminer. Même si, par exemple, vous multipliez 2, vous gardez seulement 2 des cycles, vous aurez toujours un arc en plus que vous ne pourrez pas éliminer et vous allez trouver que vos cycles sont indépendants. La notion associée au cycle indépendant, c'est la notion de base fondamentale de cycle. Donc, on dit un graphe ayant P composantes connexes et N sommets et M arcs. Une base fondamentale de cycle est un ensemble de cycles élémentaires indépendants, de mu1 jusqu'à mu-k, tel que n'importe quel cycle mu peut s'écrire sous la forme suivante. Donc, on a non seulement un ensemble de cycles, ils sont élémentaires, on a vu la définition des cycles élémentaires, et aussi ils sont indépendants, la définition qu'on a vue aujourd'hui. Donc, tel que on a la somme, n'importe quel cycle pourra s'écrire par la somme de ces cycles élémentaires. Donc, on va appeler cet ensemble de cycles élémentaires indépendants une base fondamentale. K est la dimension de la base des cycles, c'est-à-dire le nombre des cycles qui vont composer cet ensemble, et on va lui donner le symbole VG. Elle sera égale à M qui est le nombre d'arcs, moins N qui est le nombre de sommets, plus P, le nombre de composantes connexes. Donc, si j'ai un graphe connexe, P sera égal à 1. Donc, VG, il a un nom spécial, on l'appelle le nombre cyclomatique, sachant qu'il existe M moins N plus P cycles élémentaires indépendants. Il ne peut exister plus de M moins P plus cycles indépendants. Maintenant, cocycle dépendant. Donc, la même notion qu'on a vue pour les cycles, on va la voir pour les cocycles. On dit que les cocycles de oméga 1 jusqu'à oméga k sont dépendants s'il existe la même chose des nombres de R1 jusqu'à Rk, tels que Ri supérieur égal à 0 ou Ri inférieur égal à 0 mais pas tous nuls, et que la somme des Ri fois multipliée par les cocycles sera aussi égale à 0. Donc, cocycle indépendant, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas tous nuls, on pourra trouver une combinaison pour lesquelles la somme sera égale à 0. Maintenant, la notion de cocycle indépendant. Donc, on a cocycle indépendant si la seule manière d'avoir cette somme sera égale à 0, c'est que toutes les valeurs, tous les RI, tous les facteurs soient égales à 0. Donc, la même notion ici, puisque dans la somme des cycles, on avait fait la somme des cycles des vecteurs associés, la même chose ici, on va faire la somme des vecteurs associés au cocycle. Maintenant aussi, la même notion, donc on a le même exemple, le même graphe, on a les cocycles. On a dit que chaque cocycle est associé à un ensemble de sommets. Par exemple, on définit le cocycle 1 associé à l'ensemble composé du sommet E, là, composé seulement du sommet A. Le oméga 3, c'est le cocycle associé à l'ensemble composé des sommets E et A. Même chose pour oméga 4 et même chose pour oméga 5. Maintenant, il y a aussi une autre notion importante ici pour définir les arcs des cycles, des cocycles, on a ajouté le symbole négatif et positif. Donc positif pour signifier que ce sont des arcs sortants et négatif pour signifier que ce sont des arcs entrants. Maintenant, la même chose pour essayer de trouver, par exemple, on a dit que oméga 1, oméga 2, oméga 3 sont des cocycles dépendants. Essayez de trouver une combinaison des RI pour laquelle la somme de tous ces R, pour laquelle on peut trouver que la somme multipliée par ces facteurs sera égale à 0. Maintenant, base fondamentale de cocycle. Donc, on dit que la même chose, comme on a défini la base fondamentale des cycles, on va définir la base fondamentale des cocycles. Donc, soit un graphe GXU ayant P composantes connexes, N sommets. On dit une base fondamentale de cocycle est un ensemble de cocycles aussi élémentaires et indépendants. Donc, composé des cycles oméga 1 jusqu'à oméga 3. Donc, là aussi, on a des cocycles indépendants. C'est que n'importe quel cocycle de ce graphe pourra s'écrire par la somme, par cette formule, c'est-à-dire par la somme des vecteurs associés au cocycle élémentaire.
Donc on avait aussi vu dans la partie première ce que veut dire cycle indépendant. La même chose, L, la dimension de la base des cocycles, c'est-à-dire le nombre qui vont composer cet ensemble, elle a un symbole, c'est lambda G. Elle sera aussi égale à N moins P. N qui représente le nombre de sommets et P qui représente le nombre de composantes connexes. La même chose, si j'ai un graphe connexe, P est égal à 1. Et lambda G aussi, elle a un nom, c'est le nombre cocyclomatique, sachant que il existe N-P cocycles élémentaires indépendants et qu'il ne peut exister plus de N-P cocycles indépendants. Là, c'est une autre notion importante qui définit une caractéristique de certains graphes particuliers, c'est les graphes planaires. Donc on dit qu'un graphe G est diplanaire s'il peut être tracé sur le plan sans que deux de ses arcs ne se traversent. C'est-à-dire, je pourrais tracer ce graphe de façon à ce que je n'ai aucun aucun deux arcs ne vont se croiser. C'est-à-dire ne se rencontrent pas en dehors de leur extrémité. Bien sûr, tous les arcs seront connectés par le sommet, mais à part ça, ils ne vont pas se rencontrer. Par exemple, si j'ai ça, j'ai sommet A, B, C et D. Si je dessine cet arc, là, c'est vrai, ils se rencontrent dans le niveau de sommet, mais ils ne vont pas se croiser. Donc là, j'ai un graphe planaire. La même chose ici. Par exemple, si je dessine ça, par exemple, je vais dessiner le même arc. Par exemple, ici, je fais ça. Je fais ça. Je fais ça. Et ça. Là aussi, j'ai un graphe planaire, malgré le fait que j'ai deux arcs qui se croisent. Mais est-ce que je peux le dessiner de façon à ce que les deux arcs ne se croisent pas? Si je numérote mes arcs, je dis que ça c'est l'arc 1, ça c'est 2, ça c'est 3 et ça c'est 4. Donc, par exemple ici, l'arc 1 c'est A et B. L'arc l'arc 3 c'est B et C. B et C. L'arc 2 c'est D et A. Donc ce sont les mêmes arcs, donc c'est le même graphe, les mêmes sommets aussi. Et l'arc CD, c'est l'arc 4. Donc là, ce sont les mêmes arcs, donc le même graphe, mais je l'ai dessiné d'une manière différente. Je l'ai dessiné de façon à ce que l'arc 3 et l'arc 2 ne se croisent pas. Donc là, j'ai un graphe planaire, malgré ici, il paraît que ce n'en est pas un, mais c'est un graphe planaire. Maintenant, c'est une autre définition associée au graphe planaire. La représentation de ce graphe sur un plan en respectant les conditions définies précédemment est appelée graphe planaire topologique. Par exemple, ici, c'est un graphe planaire parce qu'on peut le dessiner de façon à ce que les arcs 2 et 3 ne se croisent pas. Mais il n'est pas topologique. Quand est-ce qu'il est topologique? Lorsque je le représente de façon à ce que les arcs ne se croisent pas. Là, c'est un graphe planaire topologique. Là aussi, c'est un graphe planaire topologique. C'est-à-dire, lorsque je le dessine, je vois bien qu'il n'y a pas deux arcs qui se croisent, malgré le fait qu'il soit un graphe planaire. Donc, c'est la différence entre graphe planaire et graphe planaire topologique. Graphe planaire topologique, ça veut dire, dans le dessin, ou bien quand je le dessine, quand je le représente, je vais pas, aucun arc, aucune paire d'arcs ne va se croiser. La même, ici un autre exemple. Là, j'ai un graphe planaire topologique. C'est un graphe planaire et en même temps, c'est un graphe planaire topologique. Là, c'est juste un graphe planaire, mais il n'est pas topologique. Pourquoi? Et pourquoi c'est un graphe planaire? Par exemple, ici, pour l'arc, on a les arcs DA et CB se croisent. Donc, ce sont les seuls arcs qui se croisent. Donc, je peux dessiner l'arc DA d'une manière différente à ce qu'il ne va pas croiser l'arc DC. Par exemple, je vais faire ça. Par exemple, au lieu de dessiner de cette manière, je vais dessiner DA de cette manière. Donc là, j'ai gardé mon arc, mais je l'ai dessiné de façon à ce que je n'ai pas deux arcs qui se croisent. Là, j'aurai un graphe planaire topologique. En faisant ça, j'aurai un graphe planaire topologique. Mais si je le garde tel qu'il était, ce sera seulement un graphe planaire.
Là, il est clair que c'est un graphe planaire topologique. Celui-là, c'est un multigraphe. Donc, la même notion de graphe planaire, on peut l'associer au multigraphe, c'est-à-dire lorsque j'ai des arêtes, lorsque j'ai lorsque je n'ai pas d'orientation. Là, c'est un multigraphe, mais qui n'est pas planaire, c'est-à-dire quelle que soit la manière que je vais utiliser pour dessiner, bien quelle que soit la manière que je vais dessiner ce graphe, j'aurai toujours à la fin au moins deux arcs qui vont se croiser. Donc ça, ce n'est pas un graphe planaire. Maintenant, la notion de face et frontière. Donc dans un graphe topologique, c'est-à-dire qu'on va retrouver la notion de face et frontière dans graphe planaire topologique. Donc dans un graphe planaire topologique, G est une face. Une face est une région du plan limitée par les arcs qui vont composer cette face, et n'importe quel deux points de cette région peuvent être connectés par un trait sans rencontrer un sommet ou un arc. C'est-à-dire n'importe quel deux points de cette région, c'est-à-dire n'importe quel à l'intérieur de cette région peuvent être connectés par un trait sans rencontrer un sommet ou un arc. Par exemple, dans les ici, ça c'est une face. Donc on va dire que celle-là, ça, c'est une face. Donc, elle est délimitée par des arcs. Et aussi quoi? On a dit, si je prends n'importe quel deux arcs, deux points de cette, de n'importe quel deux points de cette face, je peux les connecter sans qu'il y ait des points sans qu'ils rencontrent un arc. Par exemple, si je dessine deux points ici, donc si je dessine deux points ici, un point ici et un point ici, donc je peux les connecter, mais sans connecter ou bien sans croiser les arcs de cette contour. En fait, c'est la surface délimitée par les arcs. On dit l'ensemble des arcs de cette face est appelé frontière de la face, c'est-à-dire l'ensemble des arcs qui vont délimiter ou bien qui vont définir cette région est appelé la frontière de cette face. Aussi, notion importante. Donc, comme ici, là j'ai un graphe, donc toujours on parle de face lorsque j'ai un graphe planaire topologique. Donc la région en bleu est la face, sa frontière est définie par les arcs 1, 2, 6 et 7. Par exemple, si je prends deux points ici, je peux lier ces deux points sans croiser aucun autre arc. Ici, face adjacente, donc deux faces sont dites adjacentes s'ils ont un arc en commun. Par exemple ici, j'ai la face X et j'ai la face Y sont adjacentes. Pourquoi? Parce qu'elles ont l'arc 7 en commun, tout simplement. Là aussi, j'ai une autre face à côté qui est l'arc qui est adjacente à la face X et elle a l'arc 6 en commun. Aussi, quelques autres définitions qui sont liées ou bien qui vont être utilisées plus tard. On a la notion de sommet pendant. Donc, on dit qu'un sommet est pendant s'il n'a qu'un seul sommet adjacent. Par exemple, un seul sommet adjacent, c'est-à-dire qu'il est connecté. Par exemple,